Bonsoir tout le monde, confrères, consoeurs, et je vous remercie de participer à ce webinaire. Merci Médacta également. Donc ça correspond donc aux techniques chirurgicales que tous les chirurgiens du monde font. On fait des techniques, des implantations systématiques. C'est ce qu'on nous a appris, et il n'y a rien de mal. Donc, deux techniques qui permettent de faire des implantations systématiques, c'est l'alignement anatomique ou l'alignement mécanique. En fait, chaque patient est implanté d'une manière, en fait, les patients sont implantés de la même façon. Chaque patient a une anatomie du genou qui est différente, mais il n'empêche que lorsqu'on fait une implantation prothétique, on implante les composants avec un angle fixe. C'est une bonne technique, nul doute, néanmoins, elle est perfectible parce qu'il y a un taux important de patients avec des symptômes résiduels et insatisfaits de leur prothèse. Au cours de ces dernières décennies, de nombreux implants aux designs séduisants ont été développés, des techniques de pose qui permettent une pose précise avec la navigation ou la robotique. Et malgré ces avancements, eh bien, ça n'a pas changé la donne. Il y a toujours des patients insatisfaits, des symptômes résiduels, à un taux important. Donc du coup, ça nous amène à remettre, en tout cas ça a amené le monde académique, orthopédique, à remettre en question ces techniques d'implantation systématique. Voilà. Il y a des limitations intrinsèques dans ces techniques, qui sont premièrement qu'on ne restaure pas l'anatomie du genou. Chaque patient a une anatomie unique et celle-ci est négligée lors de l'implantation. Même chose pour la laxité du genou, que ce soit au niveau de l'articulation fémoro-tibiale ou patellofémorale. Et enfin, ce n'est pas facile d'équilibrer le genou. Quand on doit faire des releases ligamentaires, c'est difficile, c'est techniquement difficile et donc peu reproductible. Et tout ça fait que ces implantations, ces techniques d'implantation systématiques, elles sont non physiologiques puisqu'on altère l'anatomie et la laxité, on altère la physiologie. Et elles sont peu reproductibles parce que quand il s'agit d'équilibrer un genou, c'est difficile à faire et on le sait bien. Donc du coup, la solution, ça a été de chercher et de développer de nouvelles techniques d'alignement pour résoudre les problèmes liés aux implantations systématiques. Donc il y a une troisième technique systématique qui a été développée par nos amis belges, qu'on appelle la technique l'alignement mécanique ajusté, où en fait la coupe tibiale reste perpendiculaire à l'axe mécanique du tibia, mais on met un peu de varus dans le fémur. Écoutez, c'est une technique qui est systématique et qui, bien qu'elle soit pas mal, n'est pas réglé le problème non plus. Il y a deux techniques personnalisées qui ont vu le jour au cours de ces dernières décennies, l'alignement fonctionnel et l'alignement cinématique. Donc l'alignement fonctionnel, c'est vraiment ce qu'il y a de plus récent, c'est quelque chose d'assez sophistiqué, où il faut une technologie avancée, une navigation avancée ou une robotique avancée. Et le choix des coupes se fait en fonction de l'anatomie, mais également de l'enveloppe ligamentaire qui est étudiée justement par cet outil technologique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'alignement cinématique. Et l'alignement cinématique, l'objectif, c'est de restaurer l'anatomie préarthritique du genou. Donc vraiment, j'aimerais que ce soit très très clair dans votre esprit. L'alignement cinématique, c'est une nouvelle technique chirurgicale. On démarre d'une nouvelle page, d'une page blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon, si vous voulez réaliser une technique d'alignement cinématique, il faut l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose que, c'est pas en modifiant votre technique traditionnelle d'alignement mécanique que vous pouvez faire l'alignement cinématique. C'est vraiment, il faut l'apprendre du début parce qu'en fait, tous les réflexes et la manière de penser sont très spécifiques à cette technique et diffèrent de la technique mécanique. Comme je disais, le but de l'alignement cinématique, c'est de restaurer l'anatomie du genou dans les trois plans de l'espace. Du coup, les repères qui vous servent à réaliser vos coupes, c'est uniquement les surfaces articulaires. Quand vous faites une implantation cinématique, vous devez lire le genou, regarder les surfaces articulaires et vous baser là-dessus pour déterminer vos angles de coupe. Ce qui diffère énormément de la technique d'alignement mécanique qui utilise les axes mécaniques des os longs pour faire vos coupes. De ce fait, comme je disais, les deux techniques sont très différentes. Et vous voyez, la seule chose qui est similaire entre les deux techniques, quand il s'agit de comment positionner les implants, c'est pour la flexion du composant fémoral. Tout le reste diffère. Toutes les autres étapes de la chirurgie ne sont pas basées sur les mêmes cibles. L'alignement mécanique ou anatomique, en tout cas les implantations systématiques, elles altèrent la biomécanique du genou parce qu'on altère cette physiologie. L'alignement cinématique préserve la biomécanique du genou parce que, justement, on préserve l'anatomie et la laxité physiologique de ce genou. C'est pour ça qu'une PTG alignant cinématique, ça peut être assimilé à une PTG, entre guillemets, physiologique.
on restaure la physiologie, anatomie et cinématique. La définition simple de l'alignement cinématique, c'est qu'on fait un resurfaçage. Mais attention, un resurfaçage vrai. D'accord? Quand on fait une prothèse de genou mécanique, on a souvent parlé de resurfaçage durant nos... Mais ce n'est pas un vrai resurfaçage parce qu'on altère l'anatomie. D'accord? Là, c'est un resurfaçage vrai. Le but, c'est de restaurer l'anatomie du genou préarthritique. Il n'y a pas de release ligamentaire du coup, à l'exception de parfois faire un release de la capsule postérieure lorsqu'il y a un flexum, mais on ne fait jamais de release des ligaments collatéraux. La définition un peu plus complexe, académique, c'est que en faisant ce resurfaçage, du coup, on aligne les implants sur les axes cinématiques du genou, ceux qui dictent la mobilité du fémur, du tibia et de la rotule autour du fémur. Bon, voilà, peu importe. C'est un resurfaçage, retenez ça. Donc ça, c'est un film, 1 minute 30, qui va vous illustrer donc les étapes. On peut, quand on fait un alignement cinématique, commencer soit par le fémur, soit par le tibia. Personnellement, je commence par le fémur. Je trouve que c'est plus facile, mais ça reste un avis personnel. C'est une technique de coupe indépendante. Donc, du coup, c'est pour ça que vous pouvez commencer par le fémur ou le tibia. Donc, voilà. Donc là, on a un genou avec une arthrose interne et un membre qui est relativement neutre. Donc, on commence par le fémur. Vous compensez l'usure cartilagineuse, qui est à peu près de 2 mm au niveau du fémur, et puis vous coupez de façon symétrique, en médiale et latérale, l'épaisseur de l'implant. Même chose pour la coupe postérieure, rotation neutre, parallèle à la ligne condylienne postérieure, et vous coupez symétrique. En faisant ça, vous avez restauré l'orientation de l'interligne fémorale distale et postérieure. Vous faites vos chanfreins, vous mettez votre fémur. D'accord? Vous avez mesuré avec votre pied à coulisse la qualité de vos coupes pour assurer que celles-ci sont égales à l'épaisseur de l'implant. Et puis, je vais vous montrer un petit peu après, avec des images plus précises, vous comprendrez voilà, la simplicité de l'étape fémorale avec l'ancillaire dont on dispose. OK? Donc, au niveau du tibia, la même chose. Donc, en interne, on a une arthrose interne, donc on va considérer 2 mm de perte cartilagineuse que l'on va compenser. Vous verrez, on a des cales pour le fémur, par exemple, et on va couper de façon symétrique. On va ajuster la pente postérieure sur la pente du plateau interne. Dans le genou, il y a 2 pentes. Il y a la pente interne, la pente externe au niveau du tibia proximal. Et là, on se réfère sur la pente interne. Puis voilà, vous faites votre finition, vous mettez vos implants. OK? Alors, il y a plein d'étapes de contrôle, de check, intra-op, de contrôle de la qualité que je vais vous montrer un petit peu plus tard. L'alignement cinématique, les PTG, comme je disais, c'est une PTG qui est physiologique. Et donc, du coup, elle préserve mieux la cinématique naturelle du genou, qu'elle soit fémoro-patellaire ou fémoro-tibiale. Quelle que soit votre anatomie, elle est restaurée, évidemment pas les plus extrêmes. Si vous avez un valgus énorme constitutionnel, on va le corriger et je vous expliquerai comment ça s'appelle. Voilà. La technique d'alignement cinématique, vous pouvez le faire avec n'importe quel outil. Une instrumentation manuelle, vous verrez, c'est la technique calibrée ou calipered. Caliper en anglais, ça veut dire pied à coulisse. D'accord? Donc en français, vous l'appelez comme vous voulez, calipered, le terme anglais, ou alors technique pied à coulisse ou technique calibrée, peu importe. Ou alors vous utilisez des outils technologiques, PSI, navigation, robotique. Personnellement, j'utilise l'instrumentation manuelle parce que j'estime que c'est une technique d'implantation qui est simple et qui est fiable. Et fiable, je vais vous montrer pourquoi, parce que durant toute l'intervention, on a des étapes où on peut évaluer la qualité de nos coupes, grâce seulement au pied à coulisse. Et si on doit faire des recoupes, notamment au niveau tibia, on a des guides de recoupe. Donc c'est relativement facile à faire. Donc du coup, simple et fiable, voilà. Dans les cas complexes, je peux utiliser un outil technologique, et vous pensez bien que je vais utiliser un PSI, parce que c'est simple. Vous savez bien qu'on ne peut pas faire de navigation de robot quand c'est pour faire 5 cas par an. Sinon, c'est vraiment long et laborieux. Les étapes de la chirurgie, technique calibrée. Vous avez ici une arthrose médiale. Si parfois il reste un peu de cartilage, je vous ai dit que le cartilage fait en moyenne 2 mm d'épaisseur, vous le retirez avec une curette. Le but, c'est d'être en contact osseux. Vous avez ici un ancillaire qui a été designé par Stephen Howell en personne. Vous voyez, il y a un côté worn and worn. Donc, c'est usé, pas usé. Et sur le côté usé, vous avez une cale qui fait 2 mm d'épaisseur qui correspond à l'épaisseur moyenne du cartilage au niveau fémoral. Vous avez ici une tige centromédulaire. À quoi elle sert? Elle sert uniquement pour vous guider sur la flexion du composant fémoral. D'accord? Vous voulez avoir une flexion harmonieuse, comme quand vous faites avec votre technique MA. Donc, du coup, cette tige centromédulaire que vous enfoncez peu dans le genou, elle sert uniquement à ça. Et là, vous avez, dans l'ancillaire, vous voyez ici,
il y a une fente ovale, et en fait, donc, du coup, ça permet à l'implant de s'adapter, de s'appuyer sur l'interligne fémorale distale. D'accord? Avec la petite cale qui compense le cartilage, vous fixez, vous coupez, vous mesurez, et vous vous assurez que l'épaisseur d'os et de cartilage retiré, plus le 1 mm qui correspond à l'épaisseur de la coupe de scie, tout ça équivaut à l'épaisseur de l'implant. Pour les coupes postérieures, donc rotation 0 degré, on fait une coupe symétrique de part et d'autre. Évidemment, c'est assuré qu'il n'y ait pas d'usure cartilagineuse, sinon on met des petites cales et on coupe et on contrôle. D'accord? Donc vous comprenez bien que c'est une technique à coupe indépendante et qu'il y a peu de chances de faire de grosses erreurs. Parfois, on peut peut-être avoir 1,5 mm, on n'a coupé pas assez ou trop. Enfin, ça reste quand même des altérations négligeables de l'anatomie fémorale distale. Une fois qu'on a fait le fémur et qu'on a validé sa qualité, on n'a plus besoin d'y retourner. Vous savez que votre implant est bien aligné cinématiquement sur et restaure l'anatomie fémorale distale. Donc du coup, on passe sur le tibia. Première étape, définir l'alignement axial de votre implant. Donc il y a plein de choses pour définir cet axe antéro-postérieur du tibia. Et ici, on utilise donc l'axe oblique, le long axe du plateau tibial externe, qui est donc à une forme ovoïde, ovale, et vous prenez le grand axe antéro-postérieur, voilà. Vous faites 2 trous de mèche le long de cette ligne que j'ai faite ici, bistouri électrique, comme ça, quand vous allez faire votre coupe, vous retrouvez vos trous de mèche, et donc du coup, votre rotation axiale. Et ça, c'est mon setup. Vous avez ici ceci avec 2 petits clous qui sont tapés, alignés avec la ligne que j'ai faite sur le plateau tibial externe, comme je vous ai montré avant. Là, vous avez un stylus qui se met sur le compartiment sain, en l'occurrence ici, le plateau externe. Je vais couper 10, mon implant fait 10, donc je vais couper 10. Et ensuite, ici, vous avez une faux. Cette faux, elle sert à 2 choses. Un, elle sert à définir la pente, donc du coup, on se met parallèle à la pente du plateau tibial interne. Et deuxièmement, elle définit le point de sortie, le exit point. Et en définissant ce point de sortie, du coup, c'est comme ça que je règle le varus valgus de ma coupe tibiale. Par exemple, si j'ai un tibia avec uniquement une usure cartilagineuse, mon implant fait 10, du coup, je vais vouloir enlever 8 mm d'os. D'accord? 8 plus 2 de cartilage, ça fera 10. Et donc ici, en interne, je vais me mettre en dessous, je vais couper 8. Là, c'est un cas avec une perte osseuse importante, donc c'est pour ça que vous avez moins. Enfin, c'est comme ça qu'on s'adapte. Vous faites votre coupe, vous contrôlez la pente tibiale, vous contrôlez l'épaisseur. Si vous n'avez pas coupé assez, vous recoupez. On a ici des coupes, des guides de recoupe qui permettent de modifier la pente, qu'elle soit postérieure ou qu'elle soit médiale, le varus valgus. Puis après, vous pouvez à nouveau, avec vos spacers ou alors vos implants d'essai, faire vos tests. Et si vous êtes trop serré, si vous voulez modifier quelque chose, vous utilisez vos coupes, donc vos guides de recoupe. OK ? Faites votre finition, implants finaux. Donc du coup, quand on considère les limitations intrinsèques des techniques systématiques, la technique d'alignement cinématique les corrige, parce qu'elle respecte l'anatomie, la laxité du genou, et elle est simple. Il n'y a pas de relâche ligamentaire. On ne touche jamais au ligament, sauf exception. Mais dans 95% des cas, on ne le fait pas. On va le faire uniquement si on a quelqu'un qui a une déformation constitutionnelle très importante, chez qui on va restreindre un petit peu la déformation. Je vous en parlerai plus tard. Il y a des cas complexes qui existent, d'accord? Ils sont rares, mais ils existent. Donc, il y a une classification de la PAS, qui est une société centrée sur la chirurgie personnalisée, arthroplastique. Et donc, avec six types. Dans le type 1, par exemple, ce sont les patients qui ont des varus constitutionnels très sévères. Donc, à vous de définir ce que vous considérez trop sévère. Mais en tout cas, quand c'est sévère et que vous voulez le réduire, du coup, vous allez faire ce qu'on appelle un alignement cinématique restreint. Quelque chose qui a été évolué par le professeur Vanditoli de Montréal. En fait, c'est toujours une implantation cinématique, sauf que vous allez réduire la déformation que vous considérez trop sévère. Il y a un algorithme ici. Donc, pour Pascal Vanditoli, c'est un HK maximum 3 degrés, et après un LDFI MPTA, ce qui correspond à coupe distale, fémorale et proximale tibiale, avec maximum 5 degrés d'obliquité. Et là, vous avez fouillé votre algorithme pour corriger la déformation. Le type 2, c'est quand on a un valgus constitutionnel trop sévère. Le type 3, c'est quand on a un alignement neutre,
mais avec une interligne très oblique, ça arrive, hein, on a des patients qui ont beaucoup de valgus dans le fémur distal et beaucoup de varus dans le tibia proximal, et donc du coup, ils ont une interligne très oblique. Est-ce qu'on va restaurer cette interligne très oblique? Il n'y a aucune évidence pour vous aider à décider. Il faut que la recherche et la science se penchent sur ce problème. Type 4 sont les patients qui ont une instabilité patellaire, pré-op ou un mauvais tracking. Si vous restaurez l'anatomie, il y a des chances que vous gardiez ce problème de biomécanique fémoro-patellaire. Type 5, ce sont les gens qui ont des pertes osseuses importantes. Donc, il est difficile, hein, le but étant de restaurer l'anatomie préarthritique. S'il y a beaucoup de pertes osseuses, du coup, on ne sait plus trop comment faire. Donc, du coup, il y a plein de petites astuces pour faire ça. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Type 6, c'est lorsque l'enveloppe ligamentaire est altérée, mais de façon non significative, et donc du coup, il faut s'ajuster. Voilà. Deux petites choses. On ne peut pas faire d'alignement cinématique lorsque l'enveloppe ligamentaire, les ligaments collatéraux sont non fonctionnels. D'accord? Ça ne marche pas, il faut des implants contraints, donc des tiges, et donc du coup, on ne peut pas faire d'alignement cinématique. Et également, quand on ne peut pas lire, lorsqu'on ne peut pas estimer l'anatomie préarthritique. Là, vous avez un genou hémophilique, bilatéral, il n'y a rien pour dire comment implanter ce patient. D'accord? Donc là-dessus, on ne peut pas faire d'alignement cinématique. Un peu de littérature rapidement concernant les performances fonctionnelles. Il y a pas mal d'études randomisées de haute qualité qui ont été faites. Et les conclusions, grosso modo, c'est que les PTG alignés cinématiques permettent des performances fonctionnelles qui sont supérieures ou égales à celles des PTG mécaniques. D'accord? Concernant la biomécanique, c'est très intéressant. Les études montrent que la biomécanique prothétique des PTG-AC est équivalente ou meilleure que celle des prothèses mécaniques. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut quand même savoir que les prothèses mécaniques ont été développées par Insol, Buchel, Papas, etc., dans un but d'être biomécaniquement friendly. Et on se rend compte qu'en fait, faire une implantation physiologique, ça permet d'avoir, probablement, on n'en est pas encore complètement sûr, mais on pense que ça permet de faire une cinématique, une biomécanique encore meilleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de problème de déséquilibre ligamentaire, d'imbalance. Il n'y a pas de lift-off. Quand les patients marchent avec une prothèse AC, donc l'enveloppe ligamentaire, la laxité est physiologique, et du coup, il n'y a pas ce mécanisme, ces effets CAR, edge loading en anglais, effets CAR en français, qui sont terribles d'un point de vue concentration des contraintes. L'autre chose également, c'est qu'on a une marche qui est plus physiologique, avec un membre qui est plus en adduction, et ce qui réduit le moment d'adduction au niveau du genou. Peut-être que cette biomécanique prothétique qui est bonne avec les PTG-AC explique pourquoi l'étude RSA, il n'y en a qu'une seule pour l'instant, en tout cas, faite par des Canadiens, montre que la migration des implants AC est tout à fait acceptable, elle est excellente à 2 ans, elle n'est pas pire que celle des implants MA. Et également, ça explique peut-être que pourquoi les révisions à 10 ans sont faibles, et en tout cas, voilà, qu'il n'y a pas de différence avec les implants MA. Grosso modo, PTG, AC ou MA, elles restent bien fixées longtemps. En conclusion, la technique AC, elle montre, on est à moyen terme, mais grosso modo, ça permet, elle est efficace et elle est sûre. Mais évidemment, il faut suivre et évaluer cette technique à plus long terme, c'est évident. Mon message est simple, PTG-AC, c'est plus physiologique, c'est une technique simple et pas chère quand vous faites la technique calibrée avec l'instruction manuelle. La biomécanique générée est pas mal, la biomécanique prothétique, d'accord? Les résultats cliniques sont bons à ce jour, mais le terme est uniquement, il y a une étude qui a 10 ans, toutes les autres études sont en dessous de 5 ans. Donc évidemment, il faut évaluer tout ça, mais on a des études RSA qui font prédire que voilà, ça va bien se passer, mais il faut évaluer. Et enfin, c'est pour tous les patients. Pourquoi? Parce que quand on a des patients avec des choses un peu extrêmes, on peut toujours faire l'alignement cinématique, mais restreint, pour réduire, par exemple, les déformations importantes. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette présentation. Je pense que ça nous donne une bonne base pour la suite du webinaire sur le concept de l'alignement cinématique. On passe au docteur Marchetti, qui nous parle de la GMK-sphère. Salut tout le monde, bienvenue. Puis moi, je vais vous parler de la prothèse que j'ai choisi d'utiliser pour faire de l'alignement cinématique et pourquoi je l'ai fait. Donc,
pour rappeler un peu d'histoire, en fait, il y a eu deux types d'approches, comme l'a dit Charles, et puis celle qui a remporté le plus de succès et qui est probablement la plus utilisée, c'est celle d'Insoll et de l'approche fonctionnelle avec les PS qu'on sait extrêmement efficace en termes de survie et de fonctionnalité pour le genou. Mais on a tous constaté, hein, enfin, je veux dire, je pense que vous avez les mêmes constatations si vous utilisez des PS, qu'il y a certains inconvénients, et notamment que lorsque le patient est en flexion, il y a une espèce une asymétrie dans le genou avec la came centrale qui fait que les patients peuvent être gênés. Par ailleurs, pour que ces implants soient durables dans le temps, on nous a appris à les implanter systématiquement à 180 degrés. Et on voit bien en fait que quand on regarde les lignes articulaires, le fait d'implanter une prothèse à 180 degrés, bah, c'est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire, puisque la ligne articulaire est exactement à l'inverse de la nature. Du coup, on a des patients qui ne sont pas tous satisfaits, et on a des études qui montrent qu'il y a beaucoup de patients à terme qui rapportent des choses gênantes, des douleurs, des instabilités, des bruits. On a beaucoup plus de douleurs, beaucoup plus de patients insatisfaits après nos prothèses de genoux qu'après nos prothèses de hanche. Et ça, quoi qu'on fasse, et donc, à ce moment-là, il faut se poser la question de comment faire pour retrouver un genou un peu plus naturel. Et on s'aperçoit que le genou, c'est assez complexe avec des courbes qui ne sont pas forcément tout le temps de façon single radius, et qu'il y a des courbes un peu plus, qui entraînent un peu plus d'instabilité dans le genou. Mais ça, on n'arrive pas à retrouver ça, on n'arrivait pas à retrouver ça sur des prothèses classiques. Le genou, naturellement, quand on fléchit, il va y avoir un mouvement du compartiment externe par rapport au compartiment interne qui, normalement, doit être resté bien stable, avec une mobilité du compartiment externe en fonction du compartiment interne et en fonction du degré de flexion. Et pourquoi on a ça? Parce que dans le genou, de façon naturelle, le compartiment interne et le compartiment externe ne sont pas du tout symétriques. Ce n'est pas du tout les mêmes compartiments. C'est-à-dire que du côté interne, on a un tibia qui va être plutôt concave. Il n'y aura pas de mouvement du tibia jusqu'à 120 degrés de flexion. Le ménisque interne, il est fixe, il ne bouge pas, et le ligament latéral interne est tendu tout le long du mouvement. Alors qu'au niveau externe, ce n'est pas du tout pareil. Le tibia, il est plat. Il va y avoir un mouvement assez important du fémur et du tibia l'un par rapport à l'autre lors de la flexion, avec un ligament qui va se détendre en flexion et un ménisque externe qui va suivre. Et donc, comment on fait pour avoir un genou naturel si on a une prothèse qui est symétrique des deux côtés? Moi, c'est pour ça que je suis passé à une prothèse qui est asymétrique, c'est-à-dire une prothèse qui va permettre à un compartiment interne d'être stable, comme le genou naturel, et un compartiment externe qui va être plus libre, et donc une asymétrie dans la prothèse. Les études qui ont été faites m'avaient convaincu, avec des études qui montraient que les mouvements des deux compartiments étaient relativement proches du genou sain, et en tout cas, c'était beaucoup plus naturel et beaucoup plus physiologique que les autres prothèses qui avaient été testées sur l'étude de Mora. Ça a été reproduit plusieurs fois, et il y a eu une autre étude qui montrait que ce phénomène de stabilité prothétique, la différence de stabilisation des prothèses influait sur la satisfaction des patients. Et cette étude montrait qu'il y avait d'autres prothèses qui fonctionnaient bien, mais qu'il y avait une majorité de gens avec un système de contraintes médiales qui préféraient ce côté-là lorsqu'ils avaient deux côtés différents. Alors, l'autre question que je me suis posée après, c'est est-ce que cette prothèse que j'avais utilisée en alignement mécanique, est-ce qu'elle était compatible avec l'alignement cinématique? Est-ce que
est-ce que pour moi, est-ce que dans mes mains, c'était quelque chose qui était reproductible? Et donc, j'ai revu mes patients. On a repris 250 patients. On a repris une centaine de PS en alignement mécanique, 50 PS en alignement cinématique, 50 ultra congruentes en alignement cinématique et 50 sphères en alignement cinématique, pour que je puisse me rendre compte un peu de ce que ça donnait réellement dans mes mains, parce que la littérature, des fois, ben, on ne sait pas trop, et moi, je voulais savoir si ce que je faisais était correct. Et donc, mon gold standard, parce que j'étais un élève d'une école de chirurgie où on apprenait à faire de l'alignement mécanique avec une prothèse postéro-stabilisée, ce qui fonctionnait bien, mais qui donnait un peu des patients un taux d'insatisfaction que je n'arrivais pas à comprimer. Dans mes mains, ma série, c'était ces scores-là, donc avec un KSS qui était compatible avec ceux de la littérature au final, et puis des scores de satisfaction et des scores fonctionnels qui étaient à peu près compatibles. En termes de reprise, bon, j'étais à 4% avec des infections, quelques problèmes d'appareil extenseur. Voilà, on était dans ces eaux-là, ce qui restait à peu près classique. J'avais commencé par l'alignement cinématique avec des postéros stabilisés, forcément, vu que c'était ma prothèse de prédilection. Et en les revoyant, mais ça je le savais avant de les revoir, j'ai eu énormément de décèlements sur cette série, avec un score de fonction qui était excellent, un score de satisfaction qui restait très très bon, mais par contre, beaucoup de reprises et notamment de décèlement tibial, avec des taux qui étaient extrêmement importants. Sur la série d'ultra congruentes, j'ai pas eu de soucis particuliers. Par contre, forcément, on a eu un score fonctionnel qui était moins bon qu'avec des PS, parce que la flexion est forcément un peu moins bonne. Et du coup, il s'en ressentait sur le score KSS. Sur la série avec les médiales pivots en alignement cinématique, on se rapprochait fortement de ma série Gold Standard, à seulement 1 an de recul, alors qu'on était à 4 ans sur le PS, et on sait qu'on continue à progresser sur les 2 premières années, et avec des scores de satisfaction et de fonction qui étaient tout à fait corrects. Et j'avais pas de décèlement sur ces 2 séries d'ultra congruentes et de médial pivot. Ce qui m'a conforté dans cette pratique-là. Et du coup, je peux me dire, pour moi, sur un alignement cinématique, avec une prothèse en médial pivot, on a des résultats à 1 an qui sont comparables à ceux d'une PS en alignement mécanique à 4 ans. Donc j'ai vraiment l'impression, mais il faudra le montrer sur une autre étude, qu'on atteint des bons scores de façon un peu plus rapide, et on a une légère tendance au mieux sur les scores satisfaction et attente. Il faut savoir que je vais commencer à revoir en janvier les médiales pivots avec conservation du LCP qui seront à 1 an, où j'ai l'impression qu'on gagne encore un petit peu. Mais moi, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que si on a des résultats qui sont aussi bons et sur la survie et sur les scores, et qu'on respecte le genou d'un point de vue anatomique et de la cinématique articulaire, ça peut que être mieux pour les patients. Donc ça, je suis intimement convaincu de ça. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Marchetti. On va laisser la parole au docteur Duffier qui va nous présenter des outils innovants pour vous accompagner au quotidien et assurer la satisfaction du chirurgien et du patient, et qui va également nous présenter la place de la rotule dans cet alignement cinématique. Alors bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus. Merci à Medacta également d'organiser ce webinaire qui a l'occasion de parler d'alignement cinématique et de diffuser un peu la bonne parole et l'innovation pour la prise en charge des prothèses de genoux. Bon, comme on vous a précédemment expliqué, l'alignement cinématique, c'est au final un resurfaçage du genou qui va permettre de redonner
une forme naturelle et un équilibre ligamentaire naturel au genou. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir des bons résultats, puisque un genou qui était varus avant et qui avait une rotule centrée, s'il est varus en post-opératoire, la rotule sera aussi centrée et on n'aura pas les soucis qu'on peut rencontrer sur les prothèses classiques. Excusez-moi, monsieur Duffier, vous ne partagez pas votre écran. Ah, pardon, excusez-moi. Hop. Tac. C'est bon. C'est bon? Oui. Pardon, désolé. Voilà. Donc, restaurer l'anatomie normale du genou, c'est lui redonner sa fonction normale. Et c'est ça qui est important dans l'alignement cinématique. Toute la difficulté est comment positionner nos implants chirurgicalement, hein, comment respecter cette technique. Donc, le docteur Rivière vous a bien expliqué que le principe, c'était de resurfacer notre genou, c'est-à-dire que l'encombrement prothétique corresponde à l'encombrement de l'os réséqué et du cartilage usé, ni plus ni moins. Et pour ça, les techniques conventionnelles, au fémur, c'est assez reproductible avec les techniques calibrées ou avec des ancillaires réglables où on va pouvoir régler le varus valgus qu'on aura préalablement mesuré sur notre radio. Pareil, au niveau des coupes postérieures, on va pouvoir régler une rotation à 0 en se référant sur les condyles postérieurs. Mais au fémur, au tibia, pardon, c'est un peu plus compliqué. Et au final, quelque chose qui était connu depuis longtemps, qu'on faisait tous déjà, puisque sur la pratique des PUC, on utilisait cet angle pour nous orienter, c'est cette fameuse angle de quartier. D'accord ? Le principe de la PUC, c'était de resurfacer le tibia. Le principe de la PTG doit être exactement le même. Et c'est ça qu'on va rechercher pendant notre intervention. Et donc là-dessus, on va pouvoir utiliser les guides mécaniques classiques avec la possibilité de contrôler le varus et le valgus de notre guide. Mais là, ça reste quand même, comme vous avez pu vous l'imaginer, les gens qui ne posent pas beaucoup de PUC, ils n'aiment pas du tout en faire parce que c'est une technique un petit peu tactile. Il y a une difficulté à faire cette technique. Alors après, on peut se rattraper avec les guides de correction en varus valgus, mais il y a une gestuelle importante qui demande quand même un petit peu d'expérience là-dessus. Et c'est là où vont rentrer en jeu les outils tels que les PSI, donc c'est-à-dire les guides sur mesure, qui vont permettre de positionner l'implant dans une position qu'on aura préalablement définie. Bien sûr, on aura des contrôles péro-opératoires, mais au moins on aura pu analyser précisément notre déformation, choisir exactement la position de notre implant, et se fier à ces systèmes qui sont assez fiables et assez reproductibles aujourd'hui, bien plus que la navigation l'était il y a une 10-15 ans qui avait mauvaise réputation. Les nouveaux systèmes modernes sont beaucoup plus fiables, et donc on va pouvoir régler notre prothèse exactement sur mesure et adapter à l'anatomie du patient. Donc moi, je pratique plutôt les PSI avec scanner, mais on peut faire avec une IRM aussi. L'avantage du scanner, c'est que on pourra faire les mêmes traitements pour tous nos patients et on n'aura pas à se soucier si le patient a une prothèse de hanche, une ancienne osteotomie, du matériel, et de devoir un coup jongler sur l'IRM, un coup sur le scanner, où on va raisonner différemment puisque sur l'IRM, on tient compte du cartilage, alors que sur le scanner, on ne tient compte que de la déformation osseuse, et c'est in fine ce qui nous intéresse, c'est vraiment restaurer l'anatomie osseuse du patient. Et donc, on va pouvoir planifier en fonction de la déformation comment on va mettre notre prothèse en conservant le valgus, le varus de notre patient au niveau du tibia du fémur et puis les rotations également qu'on va essayer de conserver le plus possible. Donc ça, c'est un cas d'un patient que j'ai opéré cette semaine, que je vous ai rajouté. Donc là, c'était un deuxième genou. Le premier était très satisfait et donc on a fait le deuxième 6 mois après. On avait une déformation en varus classique de 10 degrés avec une usure cartilagineuse pure, pas de cupule osseuse. Et donc, on planifie notre prothèse en conservant, donc sur la gauche de votre écran, vous allez voir la déformation naturelle du patient, donc, qui est intitulée préopérative data. Donc, on a un varus fémoral d'à peu près 2,5 degrés, un varus tibia à 4 degrés, une pente postérieure à 8 degrés. Alors moi, je me limite un peu sur les corrections des déformations. Je me fixe la limite en général de 3 degrés sur le varus valgus, que ce soit au tibia ou au fémur. En général, dans 95% des cas, ça correspond au cas des patients. Et la pente tibia, je me limite à 5 degrés. Voilà. Mais on peut, en extrémiste,
faire coupe pour coupe, parallèle pour parallèle, ou pas. Ça dépend un peu après des points de vue là-dessus. On n'a pas encore fait de différence statistique entre les alignements cinématiques complets où on va se rapprocher exactement de la déformation du malade et les alignements un peu aménagés où on va essayer d'être limité sur la déformation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un peu peur sur le long terme, sur le scellement des implants. Et puis aussi parce qu'on a des implants aujourd'hui qui n'ont pas été conçus pour ce type de chirurgie. Et donc, on va planifier ainsi notre intervention et puis voir exactement comment on va recouper notre tibia, notre fémur et placer notre prothèse de manière anatomique. Donc là-dessus, après, on va avoir des outils en 3 dimensions. On va pouvoir regarder l'imposition de notre implant. Et puis, le système Medacta nous permet de faire également des vues scanner où on va in situ replacer notre implant et on va pouvoir constater exactement que notre implant va combler, resurfacer l'os du patient et donc remplacer exactement ce qu'on va recouper. D'accord ? Que ce soit au niveau du fémur, et donc il faut viser ça sur la trochlée, sur les condyles postérieurs, les condyles distaux ou sur le plateau tibial, avoir vraiment un implant parallèle dans tous les plans de l'espace à notre articulation. Et c'est en restaurant cette anatomie qu'on va restaurer la bonne fonction du patient et le bon équilibre du genou. Donc, une fois qu'on a traité nos informations, on va avoir des guides sur mesure qui vont être réalisés. Donc, c'est ce qu'on appelle le MyKnee. Donc, c'est des guides personnalisés pour le patient. Et moi, j'utilise en plus avec ce qu'on appelle le System Efficiency, qui sont des guides, des compléments d'ancillaires jetables, mais on peut avoir aussi un complément métallique classique. Donc, nos guides, une fois qu'on aura fait notre voie d'abord, on va les appliquer au niveau osseux. Donc, on va débarrasser l'os du cartilage résiduel et on va préparer les points d'appui du tibia pour placer notre guide. Une fois qu'on a placé notre guide, on a des systèmes de contrôle qui vont permettre de contrôler qu'on a bien notre angle de quartier affiché, c'est-à-dire que le guide va bien être en varus par rapport à l'axe anatomique de l'os, ce qui correspond à son axe naturel. Au niveau du fémur, on va faire pareil et on va également contrôler la position en rotation et on pourra voir, dans ce cas, parce que moi je préfère aussi plutôt faire le tibia en premier, on va voir une fois qu'on aura mis notre guide en place, qu'on est bien équilibré également en flexion au niveau de notre interligne et ça conforte également le positionnement en rotation neutre du fémur. Une fois qu'on a fait nos coupes, on va contrôler les espaces en flexion, en extension, et on va contrôler l'alignement du membre. Et là, donc, on voit qu'on garde un léger varus avec notre angle de quartier qui part plutôt vers les deuxième et troisième rayons et pas vers la première commissure où on aurait restauré un axe à 0. Donc la coupe en flexion est réalisée également ici avec un système jetable et on fait les finitions de manière assez classique. Les coupes ne sont pas modifiées, c'est juste l'orientation des coupes qui est choisie par le système sur mesure. Et une fois notre implant posé, on retrouve un genou parfaitement centré, parfaitement stable, que ce soit en extension ou en flexion, avec une rotule qui a un tracking parfait. Et là-dessus, on a notre radio post-opératoire avec des implants qui retrouvent la position anatomique du genou. On garde une déformation en varus, et pourtant le genou est parfaitement équilibré et la rotule parfaitement centrée. Voilà. Donc ça, c'était la partie technique sur comment mettre notre MyKnee. Et donc, vous voyez très bien que le système sur mesure est une aide assez utile, assez ludique en plus, parce que ça permet vraiment d'analyser votre déformation. Et ça va permettre, en analysant mieux la déformation, de mieux la comprendre et ensuite de mieux la corriger et la régler. Alors là, maintenant, je vais vous parler de la rotule, puisque, comme vous avez vu, in fine, avec cet alignement cinématique, on est beaucoup moins gêné par la rotule que sur l'alignement mécanique classique de positionnement de nos prothèses. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a déjà précédemment montré, l'anatomie du genou est extrêmement complexe, et au final, recaser une prothèse sur un angle mécanique pur, qui au final n'est pas l'angle naturel du patient, va nous imposer de modifier l'anatomie du patient en faisant des releases, en faisant des coupes asymétriques, et va au final déséquilibrer le fonctionnement du genou et en plus entraîner des douleurs puisqu'on va modifier les contraintes intra-articulaires. Et le problème de la rotule dans la chirurgie du genou,
c'est lié en grande partie, on va dire à 95%, aux modifications qu'on a créées dans notre genou, que ce soit par notre voie d'abord qui va traumatiser l'appareil extenseur, par nos implants qui vont être positionnés en position non anatomique et non physiologique. Le cas classique, c'est le release interne dans les coupes sur génuvarum qui va latéraliser la TTA et donc qui va latéraliser notre rotule et favoriser l'instabilité. Et donc, pourquoi on a autant d'échecs sur l'appareil extenseur dans nos chirurgies, enfin dans les chirurgies qu'on faisait avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de soucis sur les rotules, c'est parce qu'on ne restaure pas la fonction naturelle, la physiologie naturelle du genou. C'est ce qu'on a très bien compris sur la hanche, mais sur la hanche, c'est plus simple, puisqu'au final, restaurer l'offset d'une hanche, c'est un réglage assez facile à trouver, puisqu'il y a un seul centre de rotation. Sur le genou, comme on a vu sur le schéma que nous a montré tout à l'heure Charles, on a 3 centres de rotation. On a un centre de rotation dans la flexion du tibia sur le fémur, un centre de rotation du tibia sur lui-même, qui est le centre du rollback, et puis un centre de rotation de l'articulation fémoro-patellaire. Et donc, pour retrouver ces 3 centres de rotation, il faut avoir une prothèse en bonne position. Donc ça, c'est le positionnement de notre implant qui va être important. Donc là, l'alignement cinématique est important. Il va falloir un implant qui permet de restaurer le rollback. Ça, c'est ce qui est plutôt, ce qu'on a montré Emmanuel, c'est plutôt les implants médial pivot qui sont intéressants pour ça. Et puis, il y a aussi le problème fonctionnel qui est le traumatisme des tissus qu'on va entraîner par notre voie d'abord avec le traumatisme du quadriceps et du vaste interne notamment, et puis par une chirurgie où on va faire des gros releases et on va entraîner beaucoup de douleur, puisque la douleur post-opératoire va un peu sidérer le patient et empêcher une bonne rééducation et une bonne fonction. Donc là, on retrouve bien ces 3 centres de rotation et c'est vraiment ça qui est important. Le genou, il fonctionne de cette manière assez complexe et il faut restaurer tout ça. Et c'était le principe décrit déjà par Hungerford en 85, mais qui à l'époque était un peu passé inaperçu et qui aujourd'hui revient vraiment avec le vent en poupe. C'est ce principe de l'alignement cinématique. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, un genou, qu'il soit varus, valgus, quand sa rotule est centrée, si elle était centrée avant l'intervention, elle sera centrée après l'intervention, que le genou reste en varus ou en valgus, si c'était sa conformation naturelle. Et c'est ça qui est important, de restaurer l'anatomie naturelle. Et donc les PSI vont permettre d'aider ça. Et au final, une fois qu'on fait ce type d'alignement, on a peu de cas difficiles, puisque si la rotule était centrée en préopératoire, qu'elle soit usée ou pas usée, c'est ce qu'on voit sur le côté de gauche, on retombe toujours sur nos pieds, puisqu'on va induire aucune anomalie dans notre articulation, aucune malformation qui va se déstabiliser la rotule. Donc la rotule qui était stable avant restera stable et centrée. Le problème, c'est les cas extrêmes, effectivement, puisqu'il y a des gens qui ont des dysplasies. C'était la colonne, je ne sais plus, c'était la 3 ou la 4 sur l'échelle que nous a montré Charles tout à l'heure. Il y a des cas, bien sûr, extrêmes, et dans ces cas-là, il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire des compromis. Et là-dessus, on a plusieurs choses qui vont pouvoir jouer. D'accord ? On va pouvoir modifier la position de notre fémur, que ce soit dans la rotation, varus valgus, l'encombrement de nos implants, le flessum, ça, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et puis, on va pouvoir modifier également la position de notre tibia, puisque la rotation du tibia va modifier la TAGT. L'orientation du tibia va également jouer. L'épaisseur du polyéthylène et sa hauteur, puisqu'elle va modifier le niveau de l'interligne articulaire, et puis la pente également. Et puis la rotule également va pouvoir être modifiée là-dessus. Donc, ce qui est classique, et ce qu'on fait le plus souvent, c'est resurfacer notre rotule quand elle est usée ou dysplasique, et en médialisant l'implant et en faisant une section du bord externe de la patella, on arrive à détendre l'aileron rotulien externe, et rien qu'avec ça, on va régler 95% des problèmes de rotule. Il faut bien sûr faire attention au centrage de notre implant fémoral, puisque un implant médialisé va augmenter les contraintes sur l'aileron rotulien interne, et donc il faudra bien être latéralisé au niveau fémoral. Là-dessus, le système de planification sur mesure va permettre de nous orienter, puisqu'on verra notre rotule dans l'articulation. Alors c'est un cliché en décubitus, quadriceps décontracté, donc ça majore un peu la bascule externe de rotule, mais ça va permettre de nous orienter déjà là-dessus. Et il faudra prêter très attention à la trochlée, qui est le facteur qu'on peut modifier, puisque quand on a une trochlée saillante, notre coupe classique avec un flessum à 0 va reproduire l'offset antérieur du fémur. Mais quand on a une trochlée plate,
Si on met notre FOMIR à 0, on va augmenter l'offset antérieur et donc augmenter la tension de l'aileron rotulien externe. Et là-dessus, il faudra jouer sur le positionnement de notre implant en flexum. Et ce flexum qu'on peut faire de 2, 3, 4 degrés, parfois 5, va permettre de reproduire l'encombrement naturel de notre trochlée et d'éviter d'avoir un débord antérieur de notre fémur. Et on va reproduire de nouveau cet offset. C'est toujours cette idée qu'il faut avoir en tête, c'est reproduire l'offset naturel du genou dans tous les plans de l'espace. Et c'est comme ça qu'on va restaurer la fonction normale du genou et garder une bonne stabilité. Dans les cas vraiment extrêmes, c'est la voie de Keblich que vous connaissez tous, avec ou sans transposition de TTA, où on va aller détendre l'aileron rotulien externe en faisant une plastie aileron et capsule. Ça, c'est vraiment des cas extrêmes. J'en fais une fois tous les 2 ans en Keblich et c'est vraiment à utiliser que dans les cas où les rotules sont luxées d'emblée. Sinon, avec une technique standard, l'avantage de cet alignement cinématique, c'est qu'on va aller conserver la fonction naturelle du genou. Et qu'en conservant cette fonction, cette cinématique naturelle, ces jeux de laxité naturelle du genou, on va reproduire la cinématique naturelle de la rotule et on n'aura aucun problème puisqu'on n'en avait pas avant, on ne doit pas en avoir après. Donc dans les cas difficiles, comme je l'ai dit, il faut faire des compromis. Et puis après, il y a aussi le problème de nos implants, puisque aujourd'hui, l'alignement cinématique, c'est quelque chose qui se développe depuis peu, c'est quelque chose qui est encore en cours d'évaluation. Les premières séries sont toutes très bonnes, mais au final, nos implants ne sont pas adaptés à cette chirurgie. La forme de la trochlée de chaque prothèse a une orientation spécifique, de 2 à 6 degrés d'inclinaison. Et quand on va variser ou valgiser nos implants, on va modifier ça. Alors là-dessus, avec Medacta, on travaille également pour modifier, pour avoir des implants un peu spécifiques. Mais c'est une question, c'est quel implant choisir au niveau de la trochlée. Comme nous a montré Emmanuel tout à l'heure, l'intérêt du médial pivot, lui, ça va être de restaurer le rollback et le centre de rotation du tibia sur lui-même en interne, puisque la rotation interne du tibia en flexion va médialiser la TTA et stabiliser la rotule, et ça va également diminuer les contraintes. Et donc ça, c'est vraiment important, je pense, et aujourd'hui, physiologiquement, et toutes les études biomécaniques montrent que le médial pivot améliore la fonction rotulienne. Pas totalement encore, mais parce que les implants ne sont pas encore strictement adaptés à l'alignement cinématique. Voilà. Et alors l'avenir sur ces implants, c'est la question. Est-ce qu'on aura des implants plutôt spécifiques de l'alignement cinématique avec des implants à trochlée aménagés? Est-ce qu'on aura des prothèses sur mesure un jour qui seront des resurfaçages entiers du genou? Ou est-ce que l'option du resurfaçage multiple est la bonne? Ça, on verra avec l'avenir, puisqu'il y aura beaucoup d'études en cours. Mais le resurfaçage multiple, je pense que ça multiplie un petit peu les problèmes. Il vaut mieux rester sur une prothèse dont on a bien l'habitude et qui est quelque chose de plus simple à régler. Voilà, merci. J'espère que ça a été clair. Et puis maintenant, on va faire place à la session des questions. Merci à tous les trois. C'était 3 présentations qui étaient très intéressantes et très claires. Tous nos participants, comme vient de le dire M. Duffier, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. Donc, juste en bas, vous avez une petite icône Q et R qui vous permet de poser toutes vos questions et de les adresser à nos chirurgiens du soir. Donc, je vois que Dr Rivière a déjà répondu à la première question qui avait été posée sur le resurfaçage de la rotule systématique. Je ne sais pas si vous voulez le partager à l'oral avec tout le monde. Vous avez votre micro coupé. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Oui, il n'y a pas de preuve scientifique aujourd'hui pour savoir si on doit resurfer toujours, jamais ou parfois. Personnellement, je fais un resurfaçage sélectif et je resurface les rotules qui sont lors d'arthrose fémoro-patellaire très avancée, où on a des rotules qui sont très remodelées, les types 4 de la classification, où il y a une course rotulienne qui est anormale, et parfois la rotule a perdu sa crête, elle a perdu sa forme, et du coup, la resurfacer permet d'améliorer sa course. Voilà. Donc,
c'est important de bien comprendre, et Emmanuel et Pascal l'ont bien dit, l'alignement cinématique, ça améliore la biomécanique du genou, et ça améliore la biomécanique du genou sur les deux articulations, la fémoro-tibiale, mais également la patellofémorale. La course rotulienne est plus naturelle. Et donc, pour plein de raisons, et encore plus si vous utilisez un implant médial pivot, puisque lorsqu'on fait chez le genou, le médial pivot fait que l'angle Q est réduit, et donc du coup, il y a moins de force luxante. Et comme vous restaurez également l'anatomie du fémur distal, du coup, il n'y a pas de mise en tension du rétinaculum latéral de la rotule, ce qui fait que lorsque vous flissez le genou, du coup, les deux rétinaculums sont en une tension qui est physiologique. Et c'est pour cette raison que mon impression, hein, je ne l'ai pas publié, et il n'y a pas de data encore publiée là-dessus, mais mon impression, c'est que l'alignement cinématique a permis de faire disparaître quasiment les douleurs antérieures du genou. Vraiment, c'est vraiment rare, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel, Pascal, mais les douleurs, en fait, les douleurs résiduelles sur les genoux cinématiques sont devenues rares. Oui, alors c'est vrai, elles sont beaucoup plus rares effectivement. Hein, j'ai plus aucun souci que j'avais sur les postérostabilisés de clunk quand on resurfaçait les rotules ou d'accrochage cartilagineux quand on les resurfaçait pas. Hein, parce que moi je travaille toujours avec deux labos pour comparer un petit peu le matériel. Effectivement, j'ai plus de soucis de rotule avec les prothèses en alignement cinématique et les médial pivots spécialement. Voilà. En ce qui concerne le resurfaçage, pareil, je resurfaçage très sélectivement. Bon, il y a une méta-analyse un peu ancienne de Nizar, hein, mais qui montrait bien que sur le plan du résultat des prothèses, il n'y avait aucune différence entre resurfacé et pas resurfacé, sauf cas vraiment très, très usé. Il faut être bien conscient que la littérature qui a été définie en évaluant des prothèses MA ne s'applique pas aux prothèses AC1. Donc même si on peut s'en inspirer, voilà. C'est important de bien... Ouais. On a une autre question sur l'ostéotomie partielle externe systématique. Savoir ce que vous en pensez. Alors systématique, c'est pas forcément indispensable, mais pourquoi pas, ça mange pas de pain. Mais moi, je le fais surtout quand les rotules, elles sont un petit peu débordantes en externe, notamment des fois il y a un petit crochet, un petit ostéophyte qui peut être source de douleur. Voilà, mais si la rotule elle gêne pas, j'y touche pas et puis c'est tout. Hein. Le plus simple est de ne rien faire comme toujours. Alors, petit commentaire, vous allez dans la littérature qui sort actuellement sur l'alignement cinématique. Le message, c'est que les prothèses cinématiques marchent bien, mais attention, il peut y avoir des problèmes fémoro-patellaires. Et alors, en fait, c'est important de bien traduire et comprendre ce message. L'alignement cinématique, du fait que c'est une implantation qui est physiologique, les résultats sont très bons. On a réglé pas mal de problèmes comme les douleurs résiduelles, les instabilités résiduelles après implantation. Néanmoins, il reste des complications. Elles sont rares, mais il reste des complications. Et ces complications, qui sont rares, hein, inférieures à 1%, elles sont fémoro-patellaires, avant tout. Et c'est les types 4. C'est souvent les patients qui ont justement des antécédents d'instabilité patellofémorale. Il y a un papier qui a été sorti par Stephen Howell et Alexander Nedopil il y a quelques années, où justement il évalue ça. Et à la fin, il dit, voilà, j'ai eu quelques patients qui ont eu des luxations patellaires, c'était mes fémurs qui avaient trop de flexion. Bon, alors probablement que c'est vrai, parce qu'il avait, je crois, 12 ou 13 sur je ne sais pas combien de centaines même je crois 3000 prothèses de genoux cinématiques. Et ces prothèses, ces patellaires qui s'étaient luxés, c'était sur des fémurs très fléchis, jusqu'à 12-13 degrés de flexion. Donc c'est probablement vrai. Il y a des vis techniques qui peuvent générer ça. Mais, chose que Stephen Howell n'a pas considérée, c'est qu'il n'a jamais demandé à ses patients, ou il n'a jamais regardé sur les radios pré-op s'il y avait des instabilités, ou si la rotule avait un mauvais tracking, ou si les patients avaient des antécédents d'instabilité. Il n'a jamais évalué ça. Et alors on n'en sait rien, puisque personne ne l'a jamais évalué. Mais il est quand même probable que les patients qui se soient disloqués la rotule en post-op aient eu déjà des problèmes fémoro-patellaires avant. Ou alors c'est des gros valgus qui sont préservés. On a tendance quand même aujourd'hui, on va pas un gros valgus constitutionnel, on va l'atténuer. Hein, on a aujourd'hui là où le monde académique, ce qu'on commence à recommander, c'est le varus, on est assez tolérant avec le varus, hein, ça ne nous dérange pas de restaurer un varus de 4, 5
voire même 6 degrés, hein, même si on attend les preuves scientifiques pour montrer que c'est safe. Mais grosso modo, voilà, les gros valgus, on va les réduire. On va les réduire parce que pour le problème rotulien et parce qu'on pense que un génuvarum, c'est comme un conflit fémoro-acétabulaire au niveau de la hanche. C'est un problème mécanique, alors que les génuvalgums, c'est comme la dysplasie de hanche. C'est un problème, c'est une pathoanatomie. Et donc, du coup, on a tendance à davantage respecter les déformations varus que les déformations valgus. D'accord ? Moi, je fais des PTG restreintes, alignées schématiques restreintes, uniquement quasiment pour les valgus. Quand ça dépasse 3-4 degrés de valgus constitutionnel, j'ai tendance à le réduire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, Emmanuel. Moi, je suis quand même un peu moins entier que toi. C'est sûr que l'alignement cinématique, je suis intimement convaincu et je le fais vraiment de façon entière, sans limite. Hein. Il y a plus je me mets plus de limite comme Venditoli. Mais moi, je garde quand même de temps en temps des petites douleurs fémoro-patellaires. Alors, c'est vrai que je fais assez facilement une patellectomie partielle externe. Et puis, ça, je le fais assez facilement. Et puis après, sur les limites, je reste un peu comme toi. Mais bon, par contre, je n'ai pas 100% de mes malades qui vont Moi non plus, attention. avec moi le lendemain. Hein. Enfin, d'ailleurs, pas avec moi. Non, mais je pense qu'il faut, en orthopédie, il ne faut jamais dire jamais ou toujours. Hein. On est d'accord. Après, c'est uniquement que quand on en a très peu, on a cette espèce de sentiment que quand votre patient revient vous voir en post-op pour le suivi, il n'y a pas d'appréhension. Vous savez, c'est comme dans les hanches où on se dit, bon, ben voilà, on est confiant. Voilà. Non, le problème, moi, je pense, c'est que ça reste au niveau des implants qui sont aujourd'hui pas adaptés à cette chirurgie. Et le dessin des trochlées, notamment, quand on varise un implant au niveau du fémur, on perd le valgus de la trochlée. Et c'est ça qui peut entraîner des soucis au niveau des rotules. Voilà. Et donc ça, il va y avoir des implants à venir. Hein, Medacta travaille pour faire des implants avec des valgus et des trochlées décalés. Donc ça pourrait être intéressant, je pense, d'évaluer ça. Mais effectivement, il faut adapter ces implants parce que ces implants qui ont été conçus pour une technique classique, mécanique, hein, et qui essaie de reproduire une anatomie en mettant la prothèse en position mécanique. Donc ça, c'est ça qui va être l'avenir. Ça va être également de travailler sur des nouveaux implants. Et là-dessus, on va pouvoir régler les derniers petits détails qui manquent sur l'alignement cinématique puisqu'on a des implants qui sont pas adaptés à ce qu'on fait. C'est très juste. C'est très juste. On peut faire encore mieux avec les implants. Ouais. Et on a parlé donc d'alignement cinématique comme étant un concept relativement récent. Comment vous pourriez le promouvoir auprès des jeunes? Comment vous pourriez l'enseigner? Quelle est la meilleure méthode pour le faire? Et en fait, moi, quand je vais vous donner ma pensée, parce que quand je me suis installé, j'avais vachement peur de mal équilibrer mes genoux. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, c'était quelque chose qui m'effrayait parce que j'avais peur, quoi, Pourtant, j'avais fait mon clinica dans un service où on utilisait un tenseur ligamentaire, une navigation en plus, enfin, un truc, voilà. Et en fait, ce que je dis souvent, et c'est pas du tout, c'est pas pour négliger le truc, hein, mais je dis souvent, l'alignement cinématique, pour moi, ça a été la PTG pour les nuls, quoi. Je veux dire, tu refais ton genou comme il était. Et alors là, je suis à 200% avec tout ce qu'a dit Charles et Pascal. Et Pascal, et t'as mais vraiment jamais de problème ligamentaire. Et donc, il suffit d'apprendre aux gars juste à couper parallèle, quoi. Hein. Je veux dire, tu remets la surface du genou comme elle était, avec la même angulation dans tous les plans de l'espace. C'est hyper facile. Techniquement, c'est pas quelque chose de difficile et c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à un interne d'équilibrer un genou que d'apprendre à un interne de faire de l'alignement cinématique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles et Pascal, mais moi, c'est l'impression que Alors moi, en fait, ce qui m'a fait aller vers l'alignement cinématique, c'est la PUC, puisque j'étais tellement content des résultats de mes PUC que je ne comprenais pas pourquoi je devais mettre différemment ma prothèse totale de ma PUC. Et en fait, c'est en réfléchissant là-dessus et en commençant à comprendre un peu aussi le problème des contraintes mécaniques osseuses. Hein, ça tu n'en as pas parlé, mais
dans un de tes topos, c'était très bien imagé. Il y avait des descriptions en biomécanique qui montraient bien que les contraintes osseuses sont différentes en fonction du plateau tibial et du plateau interne et externe. Et le fait de garder notre prothèse en varus sur un genou qui était varus, on va avoir une meilleure répartition et une meilleure absorption des contraintes osseuses de l'implant, enfin de notre implant sur l'os. Et là-dessus, une partie des douleurs que j'expliquais pas sur certaines prothèses, c'était ces douleurs de contraintes osseuses, et l'alignement cinématique a apporté une solution que j'avais pas sur les prothèses totales. D'accord. Et c'était vraiment en travaillant sur la PUC, en améliorant ma technique de PUC, que je me suis mis à l'alignement cinématique en disant ma PUC va vraiment très bien, je vais essayer d'aller mettre ma prothèse totale pareil. Et c'est là-dessus que j'ai eu des bons résultats. Et puis après, j'ai eu effectivement une grosse satisfaction sur tout le reste. Je pense que pour les jeunes qui veulent commencer, il faut, se former en allant voir des gens qui en font, en faisant des implantations sur cadavres, en assistant aux cours, par exemple, que Medacta fournit. Ensuite, quand vous allez commencer à faire vos implantations, je pense que c'est bien de faire un mixte entre des implantations manuelles, la technique calibrée, et puis utiliser des PSI. Le PSI, c'est bien parce qu'en fait, on fait de la simulation chirurgicale. Dans la planification 3D pré-op, on s'amuse à positionner l'implant et du coup, on comprend mieux. Ça aide, ça accélère le processus de compréhension d'un positionnement cinématique. Ça apporte énormément de faire des simulations 3D. Et donc, je pense que c'est bien de faire du PSI. Comme ça, on réfléchit en pré-op, on utilise des guides de coupe, c'est facile, on est rassuré. Derrière, on va faire un petit peu d'alignement cinématique avec une instrumentation, donc la technique calibrée. Et je pense que, voilà, en suivant ce chemin, ça devrait bien se passer. Et en gardant en tête que, comme disait Emmanuel, il a entièrement raison, c'est une technique qui est simple. La technique d'alignement cinématique est plus simple que l'alignement mécanique. Quand vous altérez une anatomie, quelqu'un qui a une déformation constitutionnelle importante, et que vous altérez l'anatomie en faisant des coupes mécaniques, il y a certains nids, certains genoux, pour les équilibrer, c'est quand même c'est coton. D'accord ? Quand vous faites de l'alignement cinématique, il n'y a pas de problème avec ça. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est repérer les genoux difficiles. C'est la classification de la PASS. Il y a 6 genoux. Ça, grosso modo, c'est 6 cas complexes. C'est vraiment 95%. Il y a toujours des cas exceptionnels. Mais grosso modo, ça, c'est à peu près 95% des cas complexes que vous allez retrouver. Et il suffit de bien... Voilà, la planification, c'est tout. Si vous voulez une bonne chirurgie, il faut une bonne planification. Planifiez ça, vous anticipez la complexité, vous la prenez en considération, vous faites le geste adéquat et vous verrez, ça va très très bien se passer. Voilà. Je pense que ça répond un peu à la question suivante, qui était celle de savoir ce que vous conseillez quand on démarre avec l'alignement cinématique. Est-ce que c'est d'aller directement sur le PSI ou sur l'alignement, sur l'instrumentation mécanique? C'est bien de jongler, parce que le PSI, c'est bien, mais si un jour le PSI tombe, il faut quand même savoir, avant de commencer à utiliser des PSI, il faut quand même aussi savoir faire une chirurgie avec l'instrumentation, avec ce qu'on a sous la main. Donc c'est important, je pense, de maîtriser les deux. Mais définitivement, la planification 3D, que ce soit d'ailleurs en robotique ou en PSI, définitivement, ça fait progresser les gens. Voilà. Et une chose, quand vous faites la seule chose qui est un peu difficile, techniquement, dans l'alignement cinématique, c'est pas de faire le fémur. Le fémur, c'est une technique à coupe indépendante, c'est bête comme chou, d'accord. Et généralement, les pertes osseuses, elles sont au niveau du tibia pour les génuvarum, d'accord. Pour les génuvalgum, c'est différent. Il peut y avoir des pertes osseuses bipolaires. Et pour les génuvalgum, varum, la perte osseuse, elle est au tibia. Donc, du coup, le fémur, c'est bête comme chou. Et quand vous êtes au tibia, il faut faire attention à ne pas trop couper. C'est jamais un problème de ne pas assez couper. Vous faites une coupe tibiale première, vous ne coupez pas assez, vous la mesurez, et puis derrière, c'est très simple. Vous utilisez les guides de recoupe, ils vous permettent de faire tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas assez coupé d'eau, vous faites plus de... Il n'y a pas assez de varus, vous faites plus de degrés de varus. Valgus, pareil. La pente, pareil. Voilà. Donc, il faut vraiment... le message clé, c'est soyez économe sur votre coupe tibiale, et faites-la, si vous voulez, en 2 temps. Voyez, et puis plus vous allez vous aguerrir, et plus vous arriverez à faire des belles coupes tibiales directes. Mais il n'y a vraiment aucun problème de la faire en 2 temps. On pourrait même l'appeler technique en 2 temps. Double cut. Sur une autre question sur les patients avec des ATCD d'ostéotomie tibiale de vagisation, sur quel repère vous vous basez pour l'alignement cinématique? Alors, si le patient a un genou, tout va dépendre de la déformation résiduelle en fait. C'est-à-dire que si le patient est retombé en varus,
eh ben, on va couper, on va garder exactement la déformation qu'il a actuellement. D'accord. Voilà. Si par contre il est resté en valgus, c'est là que ça va être un peu plus compliqué, puisqu'on peut se retrouver avec des petits déséquilibres ligamentaires en général. Hein, ils peuvent détendre le plan ligamentaire interne. Et là, on peut être amené à modifier un petit peu les coupes par l'anatomie, par rapport à l'anatomie. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Voilà. Mais globalement, un antécédent d'ostotomie par ouverture interne, hein, si le patient il reste axé ou qu'il est retombé en varus, c'est vraiment une prothèse normale. 99% des cas, c'est une prothèse de première intention. Si par contre, il est passé en valgus, là, il faut se méfier des problèmes de laxité ligamentaire et éventuellement, il faut faire des petits compromis, tricher un peu en mettant un peu de varus ou de valgus dans nos coupes pour modifier ça. Si vraiment le valgus est important. Il y a 2 degrés de valgus, je pense que ça peut être toléré. Oui, voilà. L'ostéotomie, elle crée une déformation qui est extra-articulaire. Donc, ce n'est pas constitutionnel, c'est acquis lié à l'ostéotomie, c'est iatrogène. Si c'est sévère, du coup, on rentre dans le système de l'algorithme de la PTG cinématique restreinte, où on applique du coup un algorithme pour réduire la déformation. Si c'est voilà. Et est-ce que, une autre question sur la gamme générale, est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin d'avoir beaucoup de tailles de prothèses pour vous adapter à chaque patient avec cette technique? Est-ce qu'une gamme très très large est requise en termes de taille? Est-ce que vous avez le besoin d'avoir cette gamme très large pour vous adapter finalement à chaque patient en utilisant l'alignement cinématique? Alors oui, je pense qu'il faut quand même une gamme large, puisque de toute façon les patients ils ont un éventail de taille qui est assez large, hein, donc c'est quand même pratique d'avoir une gamme large. Et moi j'aime bien les implants, notamment les polyéthylènes millimétriques, hein, puisque ça c'est aussi assez spécifique du médial pivot, c'est que j'aime bien avoir un compartiment interne bien tendu, et là-dessus le jeu millimétrique est assez utile, je trouve. Voilà. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir une gamme assez large. Vaut mieux trop large que trop restreint quand même. Quand on est perfectionniste et qu'on veut, et que voilà, quand on s'est habitué à avoir des fémurs avec 2 mm d'incrémentation, c'est sûr que si on retombe sur le vieil implant avec 4 mm entre chaque taille, ça fait chier. Donc c'est sûr que voilà, un excès beaucoup de modularité permet de faire des restaurations plus anatomiques, plus précises. Et je pense qu'on devient, alors bon, pas tout le monde, mais on devient de plus en plus des chirurgiens ultra spécialisés. Donc on fait peu de chirurgie, enfin peu de types de chirurgie, mais on essaie de les faire le mieux possible. On utilise même de la robotique, des outils maintenant pour être encore plus précis. Du coup, si on a un super robot pour faire un truc incroyable et que derrière on a un implant rudimentaire avec peu de taille et des incréments, vous voyez ce que je veux dire, ça ne marche pas. Si on veut être précis, il faut que toute la chaîne de précision soit disponible. Des implants avec beaucoup de modularité et puis des outils qui permettent également de faire une bonne exécution. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la gestion des valgus dans l'alignement cinématique? Quels sont vos repères, vos trucs à suivre? En fait, tu n'as pas de difficulté de gestion du valgus. Après, tu as juste à gérer ta propre peur de laisser les patients fortement en valgus. D'ailleurs, ça rejoint un peu la question qui était ultra judicieuse sur la gestion après ostéotomie tibiale. En fait, il faut bien voir que quand tu vas faire un alignement cinématique, tu vas garder ton genou comme il était. Mais donc, s'il y a une déformation extra-articulaire, qu'elle soit native ou créée par une ostéotomie, tu vas la reproduire. Et donc, il faut avoir une bonne information auprès des patients et une bonne discussion, parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important d'avoir la jambe droite, parce qu'ils avaient un valgus important, et eux, ce qu'ils veulent, c'est la jambe droite, auquel cas l'alignement cinématique, c'est pas gérable. Et puis, il y a d'autres personnes qui s'en fichent de retrouver leur valgus, et auquel cas, une prothèse en alignement cinématique sur un valgus même important, ça sera très facile à faire sans aucun souci. Tu n'as jamais d'ostéotomie de Burdin à faire ou d'autres gestes de release ligamentaire complexes. Et ça, quel que soit le valgus, et ça, je peux te l'affirmer parce que j'avais revu pour la SFHG les grandes déformations qu'on avait fait. Et franchement, donc la seule gestion, c'est la gestion de la peur du chirurgien d'avoir une grosse déformation résiduelle et du patient qui souvent tolère bien son varus natif, mais souvent
ne tolère pas bien son valgus natif. Et ça, c'est un autre problème. Ça ne rentre pas dans l'alignement cinématique, quoi. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Pascal et Charles. Hein, mais... Oui, sur les deux cas, effectivement, il faut essayer de restaurer l'anatomie. Alors, petite différence, moi, que je trouve à titre personnel sur les valgus, c'est autant sur le varus, on n'a jamais de rétraction ligamentaire, hein, ce phénomène pseudo-décrit là, sur les varus. Un ligament interne, il ne se rétracte jamais. Et au final, quand on fait notre alignement cinématique, on rouvre l'internine comme il était avant. Et si on garde 4-5 degrés de varus, c'est que le patient, il les avait à 20 ans. Ce n'est pas apparu après, quoi. Voilà. Et sur le valgus, il y a quand même un phénomène dynamique avec la rétraction du tendon poplité. Des fois, moi, je fais les sections du poplité pour essayer de réduire un peu la déformation. Oui, oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, quand tu as un gros valgus non réductible, bah, tu vas faire une voie de Keblich. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va arriver une fois par an, 2 fois par an, grand maximum. C'est quand même des choses qui sont… Oui, c'est rarissime. De toute façon, même les grands valgus, je ne les fais pas par Keblich, hein, je les fais par voie interne et ça se passe très bien. Il faut vraiment distinguer les déformations liées à l'usure articulaire et les déformations extra-articulaires. On a beaucoup de patients qui viennent nous voir en consultation avec des déformations pas possibles. Mais très souvent, ces gens-là n'ont pas de déformation constitutionnelle importante. C'est-à-dire que si on leur demande comment étaient leurs membres lorsqu'ils avaient 20 ans, ils vont vous dire que, grosso modo, les jambes étaient droites et ça se passait bien. Vraiment, ça c'est important. Pascal Vanditoli a publié quelque chose là, en évaluant, en étudiant plus de 4000 modèles 3D des membres. Hein. Donc 4000 patients avec scanner du membre inférieur, reconstruction 3D, donc du coup des valeurs, des vraies mesures anatomiques. Hein. Alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais grosso modo, les patients qui ont vraiment des déformations constitutionnelles importantes, ça reste une fraction, c'est genre 5% des patients qui ont plus de 6 ou 7 degrés de déformation constitutionnelle. En sachant qu'il y a quelque chose quand même que c'est l'évaluation qu'il a faite tend à surestimer cette proportion de patients, parce qu'il y a des gens qui ont des pertes osseuses, et ça évidemment, quand on fait un scan pré-op, c'est difficile d'évaluer le montant de la perte osseuse. Donc du coup, lorsqu'ils ont fait leurs mesures anatomiques, du MPTA, du LDFA, ils n'ont pas considéré ces pertes osseuses. Donc ça, peu importe. Ça veut dire qu'il y a encore moins de déformations importantes que ce que Pascal Vanditoli conclut dans son article. Donc et c'est normal, quand on marche dans la rue aujourd'hui, en 2020, avec notre système de santé qui a traité nos enfants, nos déformations, qui traite avec une chirurgie pédiatrique avancée, il y a peu de gens qui ont des déformations sévères. On ne les voit pas. Moi, c'est ce que je dis, c'est que ces cas complexes, ça va varier d'un pays à l'autre. Si vous allez dans des pays en voie de développement où la médecine est rudimentaire, effectivement, vous aurez beaucoup plus de cas complexes, vous aurez beaucoup plus de déformations constitutionnelles, il y a des maladies du développement. Voilà. Mais en France, dans nos pays développés, c'est rare. C'est vraiment rare. On a un peu parlé des voies d'abord. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous présenter tous les trois vos voies d'abord? Et est-ce que vous pensez que cette voie d'abord influe sur le résultat de l'alignement cinématique? Bien sûr. Alors, moi, je fais une voie subvastus, toujours. Je n'ai même pas d'indication particulière, c'est toujours valgus, varus, première intention, reprise. Et je pense que ça participe, comme je vous ai dit sur le petit paragraphe de la cinématique du genou et de l'offset. Hein, pour restaurer la cinématique naturelle du genou, il ne faut rien abîmer. Il ne faut pas abîmer les tendons, il ne faut pas abîmer les muscles, il ne faut pas déformer l'os. Et donc là-dessus, je pense que c'est très important. Le vaste interne, il est stabilisateur de la rotule et ne pas le traumatiser, c'est essentiel. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais personnellement. Je pense que les autres font à peu près pareil. Toi, Charles, tu fais du transtendineux, toi? Alors, écoute, moi, je fais… alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure et qui est très pertinent. Quand on a une rotule en pré-op, une rotule déjà qui a une mauvaise course, hein, qui est latérale, hein, où on sait qu'on a une rétraction du rétinaculum latéral, c'est bien de faire une voie latérale. Parce que dans la voie, du coup, on fait le release de la rotule, du rétinaculum externe, et on recentre sa… Vous voyez ce que on règle le problème donc patellaire dans l'approche, avec plus ou moins un Keblich. Alors le Keblich, c'est un peu plus sophistiqué, parce que le Keblich, c'était vraiment pour réduire une déformation. Mais bon, si c'est… Enfin, je ne vais pas rentrer en trop de détails, pardon. En tout cas, une voie externe pour des cas comme ça, où il faut faire un release de l'aileron externe. Sinon, je fais soit une subvastus, soit une transquadricepitale, en sachant que de plus en plus, je retourne vers la transquadricipitale,
pour la simple et bonne raison que quand je ferme, donc on fait pas mal de chirurgie ambulatoire, en tout cas des cours, des durées de séjour très courtes. Et en fait, j'arrive lors de ma fermeture, à rendre mon articulation beaucoup plus hermétique en faisant ma fermeture à travers le tendon, tu vois, enfin voilà, et en faisant un aller-retour. Alors que quand je fais du subvastus, j'ai toujours cette, tu vois, cette synoviale, cette capsule interne qui au final, je la ferme mal et j'ai toujours, enfin toujours, jamais dire toujours, mais disons que j'ai plus d'hématomes, tu vois, qui remontent le long de la face interne de la cuisse, chose que j'ai moins avec des transcordécipitales au final. Alors, j'ai plus ça, parce que maintenant, je ferme bien la capsule. En fait, je sépare bien le plan entre le vaste et la capsule, et j'ouvre ma capsule verticale et je la referme avec un surjet, et je suis parfaitement étanche. Alors, et okay. Je fais 60-70 prothèses en ambulatoire par an, et ouais, mais chouette, j'ai aucun souci. Quoi. Aucun souci, vraiment. Donc, du coup, tu laisses ton subvastus. Ouais, je lève sans ouvrir la capsule. Et ta capsule en L. La capsule j'ouvre verticalement au bord interne de rotule et je remonte tout droit. D'accord. Ah, ben, tu vois, alors que moi, je pars en interne et du coup, j'ai du mal à la fermer au fond. Donc, non, la capsule, c'est tout droit et je la referme sans aucun souci. Merci, docteur Duffier. Et en plus, ça stabilise la rotule puisqu'elle participe à la stabilisation. Donc, c'est vraiment top. Ouais, je suis à 200% d'accord avec ce que tu viens de dire, Pascal, et ça a été mon grand dada pendant des années. Et alors là, je comprends pas comment on peut faire Enfin, l'alignement cinématique, c'est garder le genou, et pour moi, le fait d'avoir une voie d'abord la plus économe et qui épargne le plus les parties molles, je trouve que ça va tellement avec que je suis à 200% d'accord avec toi, mais vraiment. Attention, il n'y a pas de science, hein. Il n'y a pas de science pour supporter tout ce qu'on vient de dire. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que toutes les approches sont bonnes. Hein. Ah oui, mais voilà. Et après, vous savez, c'est la chirurgie à la carte. Hein. Parfois, il y a des indications. C'est bien de savoir faire différentes approches. Comme je dis, on devient de plus en plus hyper spécialisé. Et ben, c'est bien de savoir faire ce qu'il faut pour chaque patient. Chaque patient est différent et parfois, il y a des approches qui vont être plus pertinentes que d'autres. Je pense que c'est bien de savoir tout faire. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas la vérité, quoi. Si on l'avait, on ne serait pas là. Hein. Donc, ouais, c'est encore compliqué. Le problème, c'est que pour avoir la vérité, il faut 10-20 ans. Quoi. Donc, à chaque fois de retard, en fait. Hein. Chaque vérité a 20 ans de retard. Oui, et puis la science ne fait qu'une estimation de la vérité. Hein. La vérité, on ne l'a jamais. Hein. On a une dernière question pour tous les trois sur les cas de reprise de PTG en alignement cinématique. Est-ce que vous restez sur la philosophie de l'alignement cinématique ou est-ce que vous changez? Alors, pour les reprises d'uni, je reste en alignement cinématique. Hein, dans 95% des cas, je refais mon alignement cinématique. Je refais comme une prothèse de première intention, je ne me pose pas de questions. Et là-dessus, en plus, les PSI sont vraiment hyper utiles pour pouvoir gérer les rotations fémorales, notamment. C'est vraiment un outil hyper confortable. Et à partir du moment où on refait notre alignement cinématique, on rééquilibre notre genou sans aucun souci. Voilà. Pour les totales, le problème, c'est que quand on doit mettre des quilles, malheureusement, on peut se retrouver avec des conflits quilles-os au niveau cortical, que ce soit au tibia ou au fémur, si on garde le tibia en varus et tout ça, parce que, toujours pareil, les implants ne sont pas adaptés à ça aujourd'hui. Voilà. Si j'avais des implants adaptés, probablement, je ferais de l'alignement cinématique aussi. Aujourd'hui, malheureusement, on a des guides qui coupent sur quilles, sur allésoir, et là, on a les coupes qui sont à 90 degrés. Donc, il n'y a pas trop de choix. Le principe de l'alignement cinématique, c'est de restaurer l'anatomie préarthritique. Donc, si j'ai un patient qui vient me voir, qui a une PTG mécanique et qui est en situation d'échec, bah, si je le révise, c'est quand même compliqué. Enfin, je ne connais pas son anatomie préarthritique. Oui. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué de faire une révision cinématique sur ce genre de genou. On peut s'aider du genou controlatéral et après faire une simulation. Enfin, il y a tout un tas d'astuces qu'on peut faire avec les PSI, mais voilà, c'est quand même compliqué d'estimer l'anatomie préarthritique sur un genou remplacé mécanique. Et après, Pascal a entièrement raison. Quand on met des quilles longues, voire même parfois pas trop longues, on peut avoir des conflits, c'est compliqué. Donc voilà, pour l'instant, c'est compliqué de faire des révisions en cinématique, sauf cas exceptionnel. Restez mécanique. Merci, un grand merci à tous les trois
pour votre temps, pour cette belle discussion. Je pense qu'on a couvert les sujets qu'on voulait couvrir ce soir. Merci à tous nos participants. N'hésitez surtout pas à revenir vers les personnes de chez Medacta si vous avez envie de découvrir l'alignement cinématique, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin après cette belle présentation à 3 mains, à 6 mains plutôt, à 3 personnes. Et je vous remercie vraiment, messieurs, de votre temps. Et n'oubliez pas que ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur notre Medacta TV. Donc, vous avez le lien à l'écran. Voilà, vous pouvez nous retrouver et vous pouvez nous contacter par les canaux habituels. Merci à tous et bonne soirée.